Salut à tous! Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu différente. Je me disais ça pourrait être intéressant de parler des thématiques dans les jeux et de leur intégration surtout dans les mécaniques. Et du coup, j'ai décidé de faire un petit top 8, très subjectif évidemment. Du coup, on va commencer par un Eurogame, un grand classique. J'ai mis Barrage en premier. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier. Barrage, je trouve que l'intégration thématique est ultra intéressante. Bah déjà, en fait, le jeu s'appelle Barrage et toute la mécanique repose autour des barrages. On sent que dès le début, dans le design, dans le design du cœur du jeu, en fait, tout était basé là-dessus. Il y a cette map avec, on pose des barrages, des gouttes d'eau tombent, et du coup, le premier barrage qui est là arrête les gouttes d'eau, et selon sa hauteur, on arrête plus ou moins de gouttes d'eau, et à partir de là, ils ont créé la mécanique qui va produire de l'énergie à partir de ça. Mais du coup, en fait, tout le sel du jeu est lié à ça, parce qu'en fait, on a une map avec une hauteur différente, et plus on met le barrage haut, plus on arrête les gouttes en premier, et donc tu as toute l'interaction et le sel du jeu qui est là-dedans, et qui vient de cette mécanique, du cœur de cette mécanique. Alors après, évidemment, autour de ça, tu as le système de points, le système de postes d'ouvriers, qui est pas forcément ultra thématique en tant que tel, c'est-à-dire que bon, scorer des points de manière random tous les rounds, bon ben voilà, hein, c'est pas une justification thématique, c'est plus une justification de gameplay. Mais voilà, moi ce que je trouve hyper intéressant dans Barrage, c'est je pense l'Eurogame avec le cœur du jeu qui a la meilleure intégration thématique en fait. Et ce qui fait que malgré que le jeu soit complexe, au final il est plutôt simple à expliquer, parce que ce qu'il faut expliquer en premier, c'est vraiment cette mécanique des gouttes d'eau qui tombent et des barrages, et pour le coup, tout le monde la comprend assez facilement, vu que ça reproduit une situation entre guillemets réelle, quoi. Ensuite, je vais parler d'un jeu qui va peut-être surprendre les gens qui me connaissent, mais je vais parler de Root. Alors Root, c'est un jeu auquel je joue plus, c'est pour ça que ça va surprendre les gens. Alors non pas que je l'aime pas, ou que je le trouve pas bon, mais juste en fait je trouve qu'il est trop contraignant dans la manière de le sortir pour qu'il soit satisfaisant. Pour moi c'est vraiment un jeu à 4, avec 4 joueurs qui connaissent très bien le jeu. Et je trouve que c'est hyper dur à le sortir dans ces conditions, et en fait je m'en suis un peu dégoûté à vouloir essayer de le sortir de manière un peu systématique et avoir beaucoup de parties pas satisfaisantes pour moi. Du coup voilà. Mais le jeu est hyper brillant dans la manière dont la thématique s'insère dans les mécaniques du jeu, et surtout dans les mécaniques d'asymétrie. C'est-à-dire qu'en fait tout le cœur du jeu, et c'est pour ça aussi qu'il est pas évident à sortir et qu'il demande une certaine connaissance, c'est que déjà les règles sont pas hyper évidentes, les règles de base, notamment de déplacement, moi je les trouve pas hyper simples quand on a l'habitude de ce genre de jeu. Mais en plus de ça, la façon dont tous les peuples fonctionnent et surtout interagissent entre eux est hyper thématique. En fait, chaque peuple a son rôle à jouer dans la forêt, et c'est ça qui crée l'intérêt du jeu et comment tout ça est imbriqué. Et voilà, t'as les chats qui sont un peu au début les rois de la forêt, très implantés, mais qui vont se faire emmerder par les oiseaux qui arrivent dans une clairière mais qui se propagent très vite. Mais t'as les rebelles qui petit à petit vont faire un peu de la propagande dans les villes, et donc du coup se développer au fur et à mesure comme ça un peu en furtif, et le vagabond qui est tout seul et qui va faire ses petites quêtes de son côté, taper sur les gens au fur et à mesure. Et donc t'as vraiment, donc là c'est les 4 peuples de base, mais t'as les loutres aussi qui font du commerce, t'as les cultistes qui convertissent les gens et tout, enfin je trouve ça hyper bien fait. Et du coup c'est vrai que le paradoxe de ça, c'est que si t'as pas une bonne connaissance à la fois de toi, ce qu'est ton rôle, et de ce qu'est le rôle des autres, je trouve que les parties sont pas hyper satisfaisantes, à part entre débutants. En fait voilà, il faut vraiment qu'il y ait un niveau un peu commun entre tous les joueurs pour arriver à avoir quelque chose de satisfaisant. Et voilà, le jeu est joué en tournoi et tout, donc il a une vraie profondeur, une vraie richesse. Mais voilà, moi ce que je retiens vraiment, c'est que c'est rare ce genre de jeu où on a une intégration thématique aussi profonde dans la manière dont les différents peuples interagissent entre eux sur le plateau. Donc voilà, c'était Root. Après, voilà, un énorme coup de cœur. J'ai pas joué depuis super longtemps, mais c'est un peu à regret. Mais pareil, c'est un jeu pas évident à sortir, c'est Battlestar Galactica. Donc voilà, déjà, clairement, je suis un énorme fan de la série, hein. C'est dans mes top 3 ever de toutes les séries que j'ai vues. J'en ai vu beaucoup, mais voilà, Battlestar Galactica, ça a une profondeur thématique et une richesse impressionnante. Et le jeu arrive à capturer vraiment ce qu'il arrive à capturer de manière hyper pointue, je trouve.
c'est la manière dont tu vas jouer tes personnages. En fait, tu joues un personnage un peu asymétrique, parce que bon, il n'y a pas une asymétrie énorme non plus, mais voilà, qui a quand même ses propres caractéristiques. Un personnage de la série, et je trouve ça assez brillant comment ils ont réussi à mettre cette légère asymétrie et à l'intégrer par rapport à la série, et comment vraiment les petits pouvoirs sont bien reliés aux caractéristiques des personnages de la série, et rien que ça en fait, ça crée une dimension hyper puissante en termes d'immersion, surtout quand on aime la série. Moi j'ai envie de dire, Simon me contredira là-dessus parce que il s'en fout un peu de la série, il adore le jeu, mais je trouve quand même que quand t'as maté la série et que t'es hyper impliqué avec les personnages, t'as un truc assez puissant qui se crée dans le jeu, et surtout qu'en fait t'as envie de jouer les persos que t'aimes de la série et t'as envie de les jouer un peu en roleplay. Donc là on est un peu, c'est clair que Battlestar Galactica c'est un jeu qui est un peu à la frontière avec du roleplay, je trouve. Et chose qu'on a perdu du coup avec l'espèce de réédition dans l'univers de Cthulhu, qui a totalement aseptisé tout ça du jeu et qui en a gardé que les mécaniques. Et les mécaniques en tant que telles, elles sont intéressantes, mais il y a quand même quelques problématiques de tempo et tout, je trouve, dans le jeu, mais qui est totalement compensé si tu le joues en mode roleplay avec les personnes qui le jouent dans ce sens-là et qui ont maté la série, et au moins qui sont à fond, en tout cas, dans ces personnages et dans le jeu. Donc voilà, Battlestar Galactica, jeu introuvable, mais en termes d'immersion thématique, c'est probablement un de mes préférés. On reste dans la science-fiction, mais bon, on est dans Star Wars. Star Wars Rebellion. Moi, je trouve ça absolument incroyable, Star Wars Rebellion. C'est un jeu pas évident à sortir non plus, parce que là, c'est un jeu à deux, de 4 heures, où une personne joue l'Empire et l'autre joue les rebelles. Donc les deux factions sont forcément hautement asymétriques, et en plus ça nécessite que les deux personnages connaissent très bien les deux factions pour pouvoir bien jouer le jeu. Donc là pareil, il faut des joueurs de niveau à peu près équivalent, soit débutants, soit de même niveau d'expérience. Et je pense que c'est clairement le meilleur jeu Star Wars et la meilleure intégration thématique de Star Wars dans un jeu, parce que tout simplement on joue l'Empire et les rebelles, et mécaniquement tout est parfaitement intégré dans le jeu. T'as toute une mécanique où les rebelles doivent se cacher pendant que l'Empire les chasse, et donc les rebelles ont une mécanique pour essayer de bluffer, faire perdre du temps à l'Empire, faire des attentats, des actes rebelles. Donc chacun a des paquets de cartes totalement asymétriques. Tu vas jouer des cartes personnages face cachée en début de tour, tu vas les révéler et tu vas faire les actions une par une. Et t'as aussi une mécanique d'influence autour des planètes et tout. Enfin, c'est vraiment exceptionnel, et l'Empire du coup doit complètement s'étendre, construire l'étoile noire, et elle a une flotte forcément beaucoup plus importante que les rebelles, qui pour eux ont la force de pouvoir se cacher et essayer de mettre de multiples pistes un peu partout. T'as tous les personnages cultes de la saga, en plus avec la première extension qui est assez indispensable pour équilibrer un peu les deux factions. Ils ont rajouté Rogue One en plus, donc un film assez apprécié des fans. Donc voilà, moi je trouve ça exceptionnel. Il n'y a pas besoin d'être un ultra fan de Star Wars pour apprécier le jeu, il y a juste besoin d'aimer le lore de base de Star Wars, et voilà, et de pas avoir de mal à se faire immerger par ça. Mais si t'as un minimum ça, le jeu et le partenaire, le ou la partenaire avec qui jouer, le jeu est juste exceptionnel, quoi. Ensuite, un autre jeu, on reste encore dans la science-fiction, hein. J'ai mis Dune Imperium après. Alors là, je pense que c'est un peu surprenant dans le sens où c'est pas le premier jeu auquel on pense thématiquement, parce qu'en général, quand on pense jeu hautement thématique et immersif, on s'attend aussi à du graphisme chatoyant et un matériel chatoyant, ce que n'a pas vraiment Dune Imperium, qui a un matériel très clair et très lisible, mais qui fait un poil penser à du prototype. J'exagère un peu évidemment, mais bon voilà, des troupes sont représentées par des cubes, on a des cubes qui montent sur des pistes, voilà, c'est même le plateau est plutôt froid, mais au final ça colle plutôt bien au côté science-fiction assez épuré qu'a le bouquin, et surtout le film en fait, c'est assez proche un petit peu de l'approche assez épurée qu'a le film, normal, hein, du coup c'est sur la licence du film plus que du bouquin à la base. Je trouve que malgré le fait que je suppose que c'était une commande à la base, forcément, je trouve que les créateurs
on fait de cette commande une bonne intégration thématique de ce qui fait un peu la saveur de Dune, c'est-à-dire une lutte d'influence, on va essayer de chercher un peu l'influence des Bene Gesserit, des Fremen, de l'Empereur. On va aussi un peu batailler sur Arrakis, donc ça répond bien à la lutte de l'épice. Voilà, t'as tous les personnages emblématiques, le deck building colle à des personnages du film aussi, et à des pouvoirs qui a tendance à être plutôt orientés militaires ou influence pour essayer un peu de coller au film aussi. T'as les différents personnages qui appartiennent aux différentes factions aussi. Donc voilà, je trouve qu'ils en ont fait une intégration thématique assez maligne, sans faire un pur Eurogame. Ils ont réussi à faire un mix de jeux de lutte d'influence assez contrôlable, avec un côté un peu bagarre, spicy, avec les intrigues aussi, pour coller un peu au livre, qui a vraiment ce côté de faction un peu en millefeuille, où on apprend des choses au début, puis en fait il y a des secrets un peu empilés au fur et à mesure derrière, et des prophéties, tout ça. Donc au final, cette intégration des cartes intrigues, pareil, colle plutôt bien à la thématique principale. Donc voilà, je trouve que Dune, c'est vraiment une intégration thématique très très maligne, où toutes les mécaniques collent finalement à des choses qui sont thématiquement reliées à ce que raconte Dune en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah bah là, pour le coup, vraiment rien à voir. J'ai mis Mage Knight, qui est un jeu auquel j'ai pas joué depuis très longtemps aussi, mais qui est pour moi le meilleur jeu. C'est pas vraiment un dungeon crawler, mais ça y ressemble quand même sacrément. On va dire qu'on a un héros, dont un ou plusieurs, selon qu'on joue en coop. Moi je trouve que c'est plutôt... il a une partie compétitive aussi, mais moi je le trouve plus intéressant en coop ou en solo. Où on a un héros qui va aller explorer des villages, des donjons, des tours de mages. On va essayer de casser des monstres neutres pour essayer de gagner des niveaux au fur et à mesure. Donc on a un deck un peu asymétrique avec un personnage au début. Et donc c'est de la pure heroic fantasy, hein, et au fur et à mesure... je trouve que l'intégration thématique est excellente, parce qu'on a vraiment ce sentiment, comme dans un jeu vidéo, déjà de leveler. Et donc avec ça, on gagne des nouvelles cartes, des nouveaux pouvoirs, on peut acheter des sorts spécifiques, on peut acheter même des assistants, des villageois pour venir se battre avec nous. Donc ça, j'ai jamais vu de jeu dans lequel il y a vraiment ça en juste une fois, hein. C'est pas un jeu Legacy, hein. C'est vraiment dans une partie, il y a tout ça qui se passe. Et puis voilà, selon les lieux que tu vas explorer, des châteaux, tout ça, t'as des types de monstres différents. Le système de jeu et de combat est réputé pour être assez complexe, et effectivement il est pas ultra évident, mais pour le coup pareil, thématiquement il est hyper bien intégré. Il y a vraiment cette histoire d'affinité, de feu contre la glace, tout ça, qui double les dégâts. Sur les résistances pareil, t'as des ennemis qui ont des afflictions, ils peuvent empoisonner, te faire saigner, tout ça. C'est vraiment... c'est un jeu... qui a été assez précurseur dans son genre, hein, parce que c'est un jeu relativement vieux, même s'il a une Ultimate Edition avec toutes les extensions qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Le jeu de base est relativement vieux, bien avant Gloomhaven et que ce soit un peu la mode du dungeon crawler. Bon, il y a eu des saintes et tout, mais bon voilà, en tout cas que ce soit la mode des dungeon crawlers un peu plus tactiques et pas à base d'usage de dés. Et là vraiment on a un parfait mix entre des sensations de dungeon crawler et d'exploration, avec un jeu d'Eurogame basé sur de la gestion de cartes assez fine. Et voilà, moi je le trouve vraiment excellent dans son intégration thématique. On a l'impression presque de jouer à un Diablo-like, et c'est vraiment très très bien foutu. On va passer à un jeu de cœur qui est Terraforming Mars. Donc là ça peut paraître aussi étonnant, parce que encore une fois on a tendance à assimiler intégration thématique avec beauté du matériel. Donc là bon, on va pas dire que Terraforming Mars a un matériel ultra chatoyant, même si je trouve que tout ce côté un peu old school dans le fait d'utiliser des photos pour les cartes, je trouve ça assez... je trouve que ça a son charme en fait. Une fois que tu t'es habitué à ce jeu et que tu t'es habitué au charme de ce jeu, je trouve que t'as pas envie d'avoir autre chose que ça en fait. Donc voilà, après sur son intégration thématique, je trouve vraiment, et c'est pour ça aussi qu'il est assez simple à expliquer, je trouve, c'est qu'il y a vraiment ce côté, ok, tu sens vraiment que t'es une corpo, t'essaies de terraformer Mars, tu poses tes forêts, ça monte de l'oxygène, tu montes la chaleur, ça monte la température, enfin voilà, il y a vraiment tout ça. Tu montes des revenus qui sont plutôt cohérents aussi. Bon, même si le système de minerai qui te file des réductions sur certaines cartes, c'est un peu, voilà, thématiquement, voilà, c'est un peu plus abstrait, mais vraiment, je trouve que sur la construction du plateau,
et l'utilisation des cartes et des revenus, je trouve qu'il y a un côté assez concret dans le jeu, et je pense que ça fait partie clairement de son succès, où tu as ce côté, ok, tu fabriques un moteur pour terraformer Mars, et t'envoies les conséquences sur le plateau au fur et à mesure, et dans ton plateau de cartes, et le fait que les cartes soient toutes nommées, et leurs petites illustrations et tout, bah ouais, ça donne vraiment... une accroche thématique et émotionnelle au jeu qui est super puissante en fait. Et pour moi, je pense vraiment que c'est une des raisons qui a contribué au fait que le jeu a marché. Comme on voit un peu avec Ark Nova à l'heure actuelle aussi, je pense que les deux jeux sont assez proches là-dessus, sur une intégration thématique suffisamment maligne pour que les joueurs aient une approche émotionnelle sur le jeu. Voilà. Dernier jeu, donc ça c'est un peu le Joker bonus. Le jeu n'est pas encore sorti, je vais en faire un test assez bientôt. C'est Pagan, vous en avez entendu parler, je pense, un peu via différents influenceurs, même ici, moi j'en ai déjà pas mal parlé. Donc ça n'arrête pas d'être repoussé par Super Meeple, donc c'est un peu l'enfer, hein, j'avoue. Moi je pensais en faire une chronique assez bientôt pour une sortie en octobre, finalement c'est décalé à la fin de l'année, mais on sait pas trop. Donc voilà, espérons que ça sorte quand même avant la fin de l'année. Et Pagan, en fait, bah, je pense que déjà ça fait beaucoup parler dans les festivals et parmi les influenceurs qui l'ont déjà testé, parce que l'intégration thématique, il y a ce côté chasseur contre sorcière. Et de suite, ça a un truc très puissant thématiquement qui fait que les gens se sentent immergés là-dedans et donc du coup vont rentrer dans les règles plus facilement. En plus de ça, le matos est magnifique, les illustrations sont magnifiques, donc pareil, ça contribue à ça. Il y a ce côté un peu 19e siècle, chasse aux sorcières et tout qui marche très très bien dans le jeu. Et du coup, en fait, j'hésitais à parler de Netrunner plutôt à la place de Pagan parce que en fait Pagan clairement a récupéré un peu l'intégration de thématique de Netrunner avec le même modèle où dans Netrunner tu joues à un hacker qui essaie de pirater une corporation, bah là t'as le chasseur qui essaie de trouver la sorcière, sauf qu'ils ont trouvé un autre twist thématique qui est qu'en fait il y a des villageois au milieu qui fonctionnent un peu comme une poste d'ouvrier en fait avec 3 pions d'action et en fait le chasseur doit trouver la sorcière parmi ces villageois en fait. La sorcière tire une carte villageois au début parmi les 9 villageois et en fait la sorcière doit se cacher le plus longtemps possible pour faire un rituel et le chasseur doit la trouver parmi ces villageois, et ça c'est le truc intéressant qu'a rajouté en plus Pagan et qui fait que là aussi il y a ce truc immédiatement accessible du public qui marche très bien. Et pareil, bah, derrière t'as des cartes, moi je trouve qu'ils ont créé des cartes thématiques autour des personnages qui marchent pas mal, surtout avec la sorcière où t'as des cartes potions notamment, t'as des cartes familiers, il y a même un de tes 3 pions action qui permet d'activer une carte familier, donc ça pareil c'est une intégration thématique hyper maligne. Et voilà quoi, donc Pagan on en parlera plus précisément des mécaniques et tout, mais j'avais envie d'en parler quand même parce que thématiquement je pense que c'est ça qui va principalement contribuer à son succès auprès d'une large audience. C'est vraiment cette intégration thématique très maligne qui permet d'aborder les mécaniques de manière beaucoup plus simple en fait. Donc voilà, c'était un petit top, je pense assez rapide hein, au final, un petit top 8 je pense que j'ai fait autour de jeux qui thématiquement me paraissaient avoir des intégrations hyper intéressantes. Je pense vraiment que ça participe au succès de ces jeux en fait, le fait d'avoir des thématiques et une thématique et des mécaniques qui essaient d'être très proches et imbriquées, parce que déjà premièrement bah, ça permet de comprendre les règles plus facilement et ça permet de rentrer dans le jeu aussi plus facilement et de l'expliquer à des nouveaux gens et d'arriver à fédérer plus de gens autour d'un jeu. N'hésitez pas à me dire vous un peu votre liste de jeux que vous trouvez vraiment avec une thématique et des mécaniques hyper imbriquées qui vous plaisent beaucoup. Il y en a sûrement plein que j'ai oublié ou plein auxquels j'ai sûrement pas joué. Mais voilà, et puis comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, bah, le petit pouce bleu fait plaisir pour le référencement YouTube, abonnez-vous à la chaîne, et puis venez sur le Discord aussi pour discuter, c'est toujours cool. À bientôt, je répondrai à vos commentaires, et puis curieux de voir un peu vos listes. Et voilà, allez, salut, ciao!